Bonjour à toutes et à tous. Je voulais commencer ce regard sur la semaine par une bonne nouvelle. Alors comme c'est rare, j'ai envie de la partager avec vous. Et cette bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train de percer le mystère de la pensée complexe d'Emmanuel Macron. Alors la pensée complexe d'Emmanuel Macron, pourquoi ? C'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 14 juillet 2017, donc Emmanuel Macron est élu depuis quelques mois, la tradition est que le président de la République donne une interview à des journaux. Et à l'époque, Emmanuel Macron avait fait savoir par ses communicants qu'il ne donnerait pas cet entretien aux journalistes en disant qu'il avait une pensée complexe, trop complexe, qui ne se prêtait pas au jeu des questions-réponses avec les journalistes. Et il a fait un entretien dans une mise en scène absolument délirante ce mercredi, Emmanuel Macron. Et là, nous avons commencé à comprendre le code, le dictionnaire de sa pensée complexe. Et comme je suis sympa, je vais le partager avec vous. Donc par exemple, quand Emmanuel Macron dit respect, il faut en fait comprendre dans son langage mépris. Quand Emmanuel Macron dit venez me chercher, il faut en fait comprendre je me rapproche des Français. Quand Emmanuel Macron dit je veux considérer les Français, Emmanuel Macron dit en fait « je prends les Français pour des imbéciles qui n'ont pas de cerveau ». Donc, grâce à ce code que nous avons découvert, nous pouvons mieux analyser ce qui s'est passé ce mercredi. Et alors, il y a une phrase qui est très intéressante. Une phrase qu'il a dite et qui dit notamment « il y a une chose que je regrette, c'est que je n'ai pas pu rétablir le lien de confiance entre les Français et les dirigeants ». Alors c'est intéressant de se pencher sur cette phrase sérieusement, parce que déjà, peut-être qu'il faudrait expliquer à Emmanuel Macron, qui est dans son monde en haut, que la première chose pour rétablir des liens de confiance, c'est de ne pas insulter les gens. Lorsqu'on traite les gens de rien, d'extrêmes, de feignants, d'illettrés, d'alcooliques, ça n'aide pas à avoir des relations de confiance et de respect. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron, dans cet entretien et avec son Premier ministre le matin, essaye de mettre un couvercle sur la colère qui est notamment née de la hausse des taxes de carburant et qui s'étend à d'autres choses, et avec cette manifestation qui aura lieu le 17 novembre et qui, j'espère, sera massive, donc ce samedi. Et donc, il essaie d'étouffer la colère en vous expliquant quoi ? Qu'en fait, votre colère n'est pas légitime. Et votre colère n'est pas légitime parce que finalement vous n'avez pas compris votre vie. C'est ça en fait qui passe son temps à expliquer, c'est que comme vous n'avez pas de cerveau et que vous êtes des enfants bien évidemment, il faut vous faire de la pédagogie pour expliquer que finalement il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre un couvercle sur la colère ? Ils ont annoncé quelques bricoles qui franchement ne changeront pas la situation. A-t-il annoncé qu'il rétablissait l'impôt sur la fortune qui coûte quand même 3,2 milliards à l'État chaque année ? Absolument pas. A-t-il annoncé qu'il allait taxer les plus gros pollueurs plutôt que de taxer les gens individuellement, comme le kérosène, le transport maritime? Absolument pas. Donc, il ne change rien, mais il fait de la pédagogie pour vous expliquer que vous êtes un peu bête et que vous n'avez pas compris ce qui se passe concrètement dans vos vies. Donc nous voulons dire à Emmanuel Macron que nous sommes des gens intelligents, que nous avons un cerveau et que nous avons toutes les raisons d'être en colère aujourd'hui contre sa politique. Et puis la deuxième chose quand même dans ce lien de confiance qu'il voudrait rétablir, c'est que Emmanuel Macron semble découvrir la démocratie. Et il a un vrai problème avec cette question démocratique, puisque Emmanuel Macron est quand même l'homme qui accapare le plus le pouvoir et qui est le président certainement le plus autoritaire qu'on ait jamais eu dans la Ve République. Et vous le savez, à la France Insoumise, on a fait toute la campagne sur la Sixième République et la Constituante pour que justement le peuple puisse reprendre le pouvoir. Et Emmanuel Macron incarne ce dégoût de la politique qui est créé un peu partout et cette dépossession des gens de leur destin commun, ce qui explique que ce lien de confiance ne pourra jamais être créé avec lui. Et puis autoritarisme, ça c'est la deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que il y a eu un article dans Libération qui est paru et qui montre que à Bure, donc Bure c'est un petit village dans l'est de la France, où il prévoit d'enfuir des déchets nucléaires, donc quelque chose d'extrêmement dangereux, pour des centaines de milliers d'années. Il y a une opposition citoyenne extrêmement forte à Bure, avec des associations, des collectifs citoyens, des citoyens isolés, des agriculteurs, etc., qui se battent en disant « nous ne voulons pas que nos territoires ruraux deviennent des poubelles nucléaires ». Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour casser cette résistance qui existe à Bure ? Ils ont trouvé, ils judiciarisent complètement la lutte, c'est-à-dire qu'il y a eu un nombre de procès incalculable contre des militants pour être, je sais pas, par exemple, avoir empêché des travaux de manière pacifique
pacifique en se mettant devant un outil, enfin vraiment des choses absurdes, pour avoir possédé une pelle à tarte dans un camion, enfin vous voyez l'absurdité dans laquelle c'est. Et là, ils ont trouvé une nouvelle méthode pour casser les associations, ça s'appelle l'association de malfaiteurs. Concrètement, ils utilisent des méthodes très à la pointe de l'antiterrorisme et du grand banditisme, qui sont permis par une loi qui a été votée le 3 juin 2016. Et cette loi, elle permet d'utiliser ces méthodes-là sur des activistes politiques. Et d'ailleurs, à l'époque, beaucoup de défenseurs des libertés publiques avaient alerté sur ce risque de répression sur les mouvements politiques. Et donc, concrètement, ils écoutent beaucoup de téléphones, ils géolocalisent constamment les téléphones, ils ont mis des balises sur certains véhicules de militants. Ils utilisent des outils qui permettent de capter toutes les conversations des portables qui sont dans un certain périmètre. Ils utilisent bien sûr les perquisitions et cette fameuse association de malfaiteurs qui fait qu'aujourd'hui, 6 personnes ne peuvent plus se voir entre elles, ne peuvent plus rentrer en contact entre elles, sont interdites de territoire à certains endroits. Donc on est vraiment sur un appareil extrêmement répressif qui coûte extrêmement cher, qu'on utilise contre des militants, des gens du réseau Sortir du nucléaire, des habitants du coin, et qui montrent que, pour le coup, on savait déjà qu'Emmanuel Macron criminalisait toute forme d'action militante, mais là, on sent qu'avec Bure, on est sur vraiment un laboratoire de répression, et je vous invite toutes et tous à les soutenir parce que vraiment, on a besoin de sortir cette lutte de Bure, parce qu'aujourd'hui à Bure, on ne peut plus la mener, et on est sur un problème démocratique qui est majeur et dont on voit aujourd'hui les répercussions sur toutes les formes de lutte qui existent dans notre pays. Et puis le dernier point que je voulais partager aussi avec vous aujourd'hui, c'est un mouvement qui est en Irlande actuellement et qui en gros est un mouvement beaucoup sur les réseaux sociaux où beaucoup de femmes ont décidé de prendre en photo leurs sous-vêtements en disant ceci ne vaut pas mon consentement. Ils ont un hashtag pour ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'il y a eu un procès en Irlande où une jeune femme qui a accusé un homme de viol a été en procès et que le violeur a été acquitté parce que l'avocate de ce violeur a montré le string de cette jeune femme au moment où elle a été violée, et parce qu'elle portait un string, sous-entendu, elle était consentante. Et à partir de là, le violeur a été acquitté. Il y a une députée irlandaise qui a fait une intervention que je vous invite aussi à regarder en prenant justement ce string dans l'Assemblée irlandaise en disant « ceci ne vaut pas notre consentement ». Et c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation en France, le viol représente un crime qui est extrêmement répandu et pourtant qui est le moins puni. Aujourd'hui, seuls 10% des femmes violées vont porter plainte et seulement 3% arrivent ensuite en cour d'assises pour avoir un jugement sur cette question. Donc la majorité des violeurs restent impunis. Et le fait qu'on pourrait de blâmer la victime en disant si elle avait agi un peu différemment, si elle s'était habillée un peu différemment, c'est juste un scandale absolu qui en fait retourne quand même un crime dont elle a été victime et le retourne contre elle pour dire finalement c'est toi qui es un peu coupable de ce qui t'est arrivé et t'es un peu responsable. Et pour vous montrer que c'est absolument faux et que vraiment il faut arrêter avec cette vision extrêmement rétrograde, humiliante et délirante de culture du viol, c'est que il y a eu une exposition qui a été faite à l'université du Kansas que vous pouvez voir en partie sur internet. Et cette exposition, elle s'appelle « Que portais-tu » Et en fait, elle prend des victimes de viol et elle prend ce qu'elle portait ce jour-là. Donc il y a des affichages de vêtements qui ont été portés par des victimes de viol le jour où elles ont été violées. Et cette exposition bat en brèche complètement qu'il y aurait un lien entre la manière dont sont habillées les femmes et le viol. Et on le répète, et c'est ce que les femmes sont en train de répéter en Irlande, et c'est très important qu'elles le fassent, c'est que le consentement ne se décide pas sur des vêtements, sur des choses que on appréhenderait sur quelqu'un. Le oui, c'est oui, non, c'est non, et point, ça s'arrête là. Et c'est ça la question qui doit se poser, et pas comme il se passe en Italie actuellement, récemment, où il y a eu aussi un procès où un violeur a aussi été acquitté parce que, vous comprenez, la victime avait bu de l'alcool. Enfin, on en arrive à des choses qui sont vraiment extrêmement graves. Et on a encore un gros combat à mener dessus, d'autant plus que les plaintes pour viol augmentent, notamment libérées par le mouvement MeToo, mais que les condamnations pour viol comme crime
baisse de 40% depuis 10 ans, notamment parce qu'on passe le viol de crime à délit et que la loi qu'a fait Marlène Schiappa n'aide absolument pas sur cette question, au contraire. Donc je vous invite pour tous ceux et toutes celles qui le peuvent à venir le 24 novembre à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles, parce que c'est encore une grosse bataille qu'on doit mener. Et puis de notre côté, à la France Insoumise, nous avons un week-end qui est très chargé. Il y a le 17 novembre que nous regardons avec bienveillance et pour lequel certains de la France Insoumise iront et participeront à ces blocages dans tout le pays. Et il y a surtout ce dimanche 18 novembre, à la fois la rencontre nationale des quartiers populaires, mais surtout le premier tour de l'élection de la première circonscription en Essonne, où nous espérons bien que notre candidate Farida Amrani arrivera en tête pour aller au second tour, et donc que nous puissions avoir une 18e députée à l'Assemblée nationale. Et c'est vraiment important de se mobiliser jusqu'à la fin et la semaine prochaine lorsqu'elle sera au second tour pour qu'on puisse avancer et gagner cette députée dont nous avons bien besoin dans le combat contre la politique d'Emmanuel Macron. Et puis la dernière chose, et là j'en arrête là, c'est que à partir de demain commence la semaine européenne de réduction des déchets. Nous avons fait un décryptage sur la question que je vous invite aussi à regarder, et c'est extrêmement important de dire que nous ne voulons pas d'un monde où on va continuer à produire des déchets de manière infinie dans un monde qui est fini. Et je pense que là aussi on rejoint le sens de la société qu'on veut et qu'on peut mener des belles actions autour de cette semaine européenne. À bientôt!